Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Business Industrie Dijon, bienvenue sur ce plateau où j'ai le plaisir d'accueillir pendant ces 2 jours au Parc des Expositions de Dijon les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté. Les acteurs de l'industrie en Côte d'Or en particulier, puisque c'est sur la Côte d'Or que nous allons concentrer notre regard pendant cette demi-heure consacrée à l'emploi industriel avec Véronique Guillon qui est la déléguée générale de l'UIMM Côte d'Or et Djelali Chaou, directeur territorial pour la Côte d'Or de France Travail. France Travail, est-il besoin de le rappeler, qu'on appela jadis Pôle emploi. Djelali Chaou, la Bourgogne-Franche-Comté est une région très industrielle, ne cesse-t-on de répéter depuis 2 jours ici au Salon Business Industrie. C'est le cas en particulier de la Côte d'Or en termes d'emploi, de main-d'œuvre. Tout à fait. Donc, en guise d'introduction, je vais rappeler quelques chiffres sur le contexte de l'emploi dans le département de la Côte d'Or, qui illustre un petit peu la situation de l'emploi en Côte d'Or plutôt favorable, puisque la Côte d'Or a 5,7% de taux de chômage actuellement, donc ce qui est un taux plutôt bas pour le département. Donc ça, quand on le fait en comparaison avec la région qui est à 6,5 et le national qui est à 7,2, donc là, la situation est plutôt favorable. Il y a une légère hausse ces quelques mois, donc sur la demande d'emploi, mais qui reste globalement stable. Il faut savoir que sur les offres d'emploi, donc qui est aussi un indicateur important quand on regarde la santé de l'emploi sur un territoire, la part de l'industrie dans les offres d'emploi que l'on traite est de 6%, donc ce qui est une part quand même importante, puisque sur une année pleine, on gère à peu près 35 000 offres d'emploi à France Travail en Côte d'Or, donc 6%, ce qui est une part intéressante, un volume d'emploi extrêmement intéressant. Ça, on le met en parallèle avec l'emploi salarié dans l'industrie sur le département, puisqu'il y a 26 000 salariés dans le secteur de l'industrie en Côte d'Or, ce qui est une part intéressante, 16% pour la totalité de l'emploi salarié. Et ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Avec des secteurs comme l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, la métallurgie et la mécanique, qui sont les gros secteurs dans le domaine de l'industrie. Quelque chose aussi, un indicateur important qui montre que c'est une activité, un secteur d'activité extrêmement important, c'est que 70% des demandeurs d'emploi qui sortent de formation dans un métier du secteur de l'industrie retrouvent un emploi dans les 6 mois qui suit la sortie. Donc ça, c'est un indicateur important à suivre et cela démontre que l'industrie pèse beaucoup dans l'emploi au sein du département. Est-ce que l'emploi industriel est réparti de la même manière que la population, j'allais dire, avec une bonne moitié de l'emploi dans la métropole dijonnaise et environ, et puis le reste réparti sur le territoire, où on a des pôles industriels sur lesquels on a une présence de l'emploi industriel plus marquée? Donc effectivement, Véronique pourra nous le préciser, mais effectivement, il y a de l'emploi dans l'industrie en zone urbaine, donc notamment à Dijon, dans la métropole de Dijon, mais aussi des belles entreprises, des belles PME. Donc ce qui est aussi une force pour le département, c'est que il y a effectivement des beaux fleurons de l'industrie française dans le département, et il y a aussi un maillage de TPE-PME, ce qui est une force en fait pour le territoire, puisque ça stabilise énormément l'emploi de l'industrie dans le département. Véronique Guillon, déléguée générale de l'UIMM 21, vous confirmez effectivement la prégnance, le poids significatif de l'emploi industriel dans le département, sa répartition géographique et puis peut-être les catégories d'emploi. Alors dans la métallurgie en particulier, elle pèse lourd cette métallurgie dans l'emploi industriel? Alors peut-être juste des données aussi régionales, 100 000 salariés au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Et en Côte d'Or, effectivement, dans la métallurgie, c'est 14 000 salariés par rapport aux 26 000 dont a annoncé Djelali. Ce qu'il faut savoir, c'est que la répartition est assez atypique en Côte d'Or où elle est très diversifiée. C'est-à-dire que on a un secteur du nucléaire à raison de 30% en Haute-Côte d'Or. Donc voilà, le secteur de Montbard en particulier, voilà. L'un des grosses Et tout le reste, c'est très large. C'est-à-dire que la métallurgie représente 8 activités. Et si on revient en Côte d'Or, ça passe de l'entreprise Essilor qui fabrique les verres en polycarbonate, comme vous, Patrice, par exemple, les cocottes Seb, en fait, avec tout l'électroménager, Proteor qui fabrique des prothèses, et puis des entreprises d'industrie un peu plus lourdes en quelque sorte, mais de fabrication de compresseurs, de machines, et surtout beaucoup de mécanique et d'usinage. D'où la raison de la présence de l'école de production aujourd'hui. L'usinage est un secteur très important en Côte d'Or, mais pas que dans la métallurgie, j'allais dire dans l'industrie.
Quand je dis ça, c'est que sur Dijon, Djelali l'a dit, il y a un secteur de santé très présent. Oui. Et dans les secteurs de la santé, nous travaillons beaucoup avec ADEX et Urgo notamment sur les métiers qui sont les mêmes que dans l'industrie de la métallurgie, les conducteurs de ligne, les maintenanciers, par exemple. Alors vous venez de citer Urgo, qui est une ETI, on va dire. Pour le reste, on est quand même sur du profil de PME, voire Alors, vraiment de petites entreprises. On a 5 grands groupes en Côte d'Or, Oui. et Schneider, et ceux que j'ai cités précédemment, et Framatome bien sûr. Et en revanche, il y a beaucoup de PME. Beaucoup de PME, effectivement. D'ailleurs, autour du salon et dans le salon aujourd'hui, je peux ne citer, j'en suis assez fière, c'est qu'on a 30 adhérents présents aujourd'hui, qui sont que des PME. Voilà. Donc c'est un peu la représentativité des adhérents de la métallurgie de Côte d'Or. Des PME qui recrutent. On va arriver au sujet de l'emploi et du recrutement. C'est un secteur aujourd'hui qui recrute en Côte d'Or. Vous nous avez donné un chiffre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin sur les profils qui sont recherchés, la localisation de ces emplois? Donc, ce qui est important à souligner, c'est que c'est un secteur d'activité avec des métiers qui évoluent fortement. Donc là, effectivement, les entreprises qui sont présentes aujourd'hui sont dans des activités extrêmement diverses. Les métiers évoluent beaucoup. On est sur des métiers qui évoluent sur notamment le numérique, la data. Donc ça, c'est des métiers qui sont recherchés dans le domaine de l'industrie. Bien évidemment, des ingénieurs qui restent une denrée rare et des profils qui sont extrêmement recherchés. Véronique l'a souligné. Donc après, on a une demande ou un besoin de recrutement sur tout ce qui concerne les opérateurs industriels qui sont des cibles en termes de recrutement extrêmement intéressants. Les techniciens de maintenance, bien évidemment un profil extrêmement recherché dans le domaine de l'industrie en Côte d'Or et partout en France, je serais tenté de dire, et tout ce qui tourne autour de l'industrie, c'est-à-dire le métier de la logistique qui du coup sont transverses et contribuent à l'activité de tout ce secteur industriel. Donc on a réalisé, donc là on a noté plusieurs enseignes d'entreprises, des belles opérations en termes de recrutement qui montrent que effectivement c'est des secteurs qui recrutent et sur lesquels on travaille étroitement avec France Travail, Seb, donc là on l'a dit à l'instant, les citernes Magyar aussi, on a réalisé des recrutements intéressants avec des systèmes de recrutement novateurs. On en parlera peut-être tout à l'heure avec la méthode de recrutement par simulation. Global Hygiene qui ont réalisé des extensions en termes d'établissement et sur lequel on a réalisé bon nombre de recrutements dans le secteur de l'industrie. Véronique, vous confirmez la diversité des niveaux auxquels on recrute aujourd'hui dans les entreprises de l'industrie. On va de l'opérateur exécutant, j'allais dire, niveau bac, voire moins, jusqu'à l'ingénieur. Alors oui, effectivement, je confirme ça, sachant que si je donne les données de nos pôles formation qui sont présents aujourd'hui, au niveau de l'apprentissage, on voit que on est plus vers des niveaux de BTS, bachelor et ingénieur, effectivement. Après, tous les niveaux infra-bac, on le voit avec notre groupement d'employeurs d'insertion par la qualification, on l'a par le biais des contrats d'alternance. Mais je vais vous citer juste un exemple, puisqu'on a l'école de production aujourd'hui qui est là sur de l'usinage. Aujourd'hui, on a besoin d'usineurs, on a des usineurs en BTS, voire même ingénieurs. En revanche, on n'a rien en bac pro. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on n'a même plus de CAP d'usinage au niveau en France, globalement. Ça n'existe plus. Donc avec l'UMM national, on est en train de retravailler pour recréer ce CAP d'usinage. Parce que les jeunes qui vont être là tout à l'heure sont des jeunes qui passent un CAP de conduite de ligne, qui n'a rien à voir avec l'usinage. Et aujourd'hui, le bac pro usinage sur Dijon, si on revient en Côte d'Or, il y en a un au lycée Clomer et il n'y en a plus nulle part. Et comment ça se fait que cette filière de formation s'est tarie? Alors, cette filière, elle est compliquée aussi en matière d'attractivité. L'école de production qu'on va ouvrir, c'est un showroom pour mettre en phase et avoir une visibilité sur les commandes numériques et que l'usinage, c'est pas sale. On a tous les stéréotypes et tout ce qu'on connaît sur l'UMM, sur la métallurgie, pardon. Mais en même temps, c'est un métier qui aujourd'hui a beaucoup évolué parce que quand vous avez de la commande numérique, vous avez plus forcément des copeaux. Il y a forcément de l'usinage traditionnel, mais il y en a aussi vraiment sur le côté numérique dont parlait Djelali. Et aujourd'hui, les formations, pour rebondir sur ce qu'il disait, c'est qu'on essaye d'ouvrir des formations en cybersécurité, en intelligence artificielle, en fabrication additive, et c'est quand même très compliqué aujourd'hui d'avoir des jeunes. Voilà, on a beaucoup de jeunes. Mais au niveau des entreprises, quand on voit le métier de cybersécurité, c'est de l'informatique à la base. Oui. Alors,
En quelque sorte, aujourd'hui, il n'y a pas de métier, enfin, il n'y a pas de poste cybersécurité. C'est de la polyvalence. Alors, je dis pas dans 2-3 ans, mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Donc, on est toujours dans l'anticipation. Surtout dans des PME. Surtout dans les PME, effectivement. Comment est-ce qu'on évalue, est-ce que vous avez cette donnée-là sur le taux de réussite des offres d'emploi dans l'industrie? Et Véronique évoquait la question de l'attractivité, c'est évidemment un peu le fil rouge de notre échange aujourd'hui. Sur le volume d'offres d'emploi industrielles en Côte d'Or, quelle part trouve preneur ou ne trouve pas preneur? C'est une donnée pas simple à calculer, ça, ce que vous me demandez. Ce qu'il faut savoir, c'est globalement les offres d'emploi à France Travail. Donc on a différents niveaux de services, mais en moyenne, on satisfait à peu près 80% des offres d'emploi que l'on nous confie. Donc ça, c'est une moyenne globale. On sait parfaitement que les profils qui sont recherchés par les entreprises qualifiées, nous n'en avons pas. Donc très clairement, on n'a pas dans nos listes de demandeurs d'emploi des techniciens de maintenance, des techniciens en cybersécurité sur des métiers qui évoluent fortement. On n'a pas. Donc ça nécessite à la fois côté France Travail, avec les partenaires, avec l'UMM, de faire un peu de prospective sur les métiers qui recrutent aujourd'hui, les métiers qui vont recruter demain. On en parlera tout à l'heure sur le travail en collaboration que l'on a avec l'UMM, qui est à la fois un travail un peu stratégique de prospective, mais aussi clairement opérationnel quand on a des actions de formation qui sont initiées sur le territoire, que ce soit avec l'OPCO, que ce soit avec l'école de production, que ce soit avec le programme de formation du conseil régional, donc là qui cible vers les métiers qui recrutent, parce que c'est ça l'enjeu. Eh bien, on mène des actions un petit peu globales pour rechercher des candidats. Donc, pour revenir à votre question initiale, c'est quoi la part des offres qui sont pourvues? Donc je serais tenté de dire dans cet ordre-là, c'est-à-dire 70-80% sur les offres d'emploi que l'on nous confie. Donc à partir de là, et ça c'est l'orientation que l'on a à côté France Travail, c'est que on va tâcher de prospecter davantage les entreprises qui recrutent, davantage prospecter les besoins de recrutement, mais au sens large du terme. Donc ce matin et puis hier, des conseillers de France Travail ont arpenté les couloirs du salon pour justement capter les entreprises qui ne font pas appel à France Travail pour recruter. Donc ça, c'est un message fort que je lance ici auprès des entreprises. Si vous avez des besoins de recrutement, donc bien évidemment, vous passez par vos réseaux, mais n'oubliez pas, pensez aux collaborateurs de France Travail parce que derrière, il y a toute une ingénierie en termes d'action de recrutement, soit dans des méthodes classiques ou soit dans des méthodes un peu plus innovantes côté France Travail et avec l'ensemble des partenaires. En sachant qu'il y a 20%, à peu près 20 ou 30% des emplois qui sont non pourvus, vous ne craignez pas que ce soit une sorte de plafond de verre et que, bon, si vous recueillez davantage d'offres d'emploi, vous ayez encore plus de mal finalement à y répondre? Mais c'est un enjeu. Donc là, c'est un enjeu territorial quasiment. On sait que le taux de chômage en Côte d'Or est assez bas, 5,5%. Ça ne simplifie pas les choses. Voilà. Donc c'est effectivement un taux assez bas. Je serais tenté de dire, là vous parlez d'un plafond, moi je parlerais plus d'un plancher, c'est-à-dire qu'il faut crever ce plancher des 5% de chômage et se dire que ce n'est pas un plancher. On peut aller en deçà de ce taux-là. À Beaune, par exemple, le taux de chômage il est à 4,2%. Donc là, on est vraiment sur des taux de plein emploi, quasiment. Donc là, les enjeux, c'est justement de casser ce plancher, ne pas avoir peur d'avoir des offres d'emploi extrêmement compliquées à pourvoir, parce que derrière, il y a des solutions. Il y a des solutions en termes de promotion des métiers. C'est ce que l'on fait régulièrement avec l'UMM pour justement démystifier le regard que peuvent porter les demandeurs d'emploi dans des métiers de l'industrie. Effectivement, on n'est plus à l'époque de Zola. Les entreprises de l'industrie ont des plateaux d'activité extrêmement lumineux, extrêmement propres. Donc les choses ont extrêmement évolué depuis plusieurs années. Donc cette notion de difficulté de recrutement et des 20% potentiel, parce que quand on dit qu'on satisfait 80% des offres d'emploi, ça ne veut pas dire qu'on n'en satisfait pas 20%, parce que dans les 20%, il y a des besoins qui disparaissent, il y a des recrutements que les entreprises font en interne, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément mathématique comme ça. En tout cas, c'est des enjeux importants de satisfaire les entreprises qui recrutent, même dans le secteur de l'industrie, enfin surtout, je serais tenté de dire, dans le secteur de l'industrie, et même sur des postes qui sont compliqués à pourvoir. Véronique, les entreprises métallurgiques en Côte d'Or, elles ont du mal à recruter encore aujourd'hui, au moins sur une partie de leurs offres d'emploi, peut-être 20, peut-être 30%. Alors oui, elles ont encore un peu de mal, mais
Ce matin, j'ai rencontré les services du quartier politique de la ville de Dijon Métropole et ils me disaient mais ce qui nous reste, c'est en fait les personnes qui sont invisibles et qui sont difficilement réinsérables. Et en même temps, quand au niveau de l'UMM, on fait presque du cousu humain, c'est-à-dire que aujourd'hui, on fait des job dating évidemment, mais on regarde et on rencontre chaque demandeur d'emploi individuellement et on adapte le parcours à son profil. Mais il est vrai qu'il faut aussi, et je le dis souvent, en fait, qu'on fasse de la pédagogie avec les entreprises. Quand je dis ça, c'est que, indépendamment des salariés, il faut que la connexion se fasse avec l'entreprise et que l'entreprise accepte de ne pas trouver quelqu'un de qualifié tout de suite. Et aujourd'hui, que ça soit les outils de France Travail, les outils de l'UMM et du réseau surtout, on a tout pour amener quelqu'un à l'emploi. C'est juste qu'il faut être patient et surtout s'y prendre 2 ou 3 ans avant. Le modèle de l'école de production, si on reprend ça, ce sont des jeunes de 15 à 18 ans qui vont ensuite faire un CAP, ensuite un bac pro, ensuite un BTS et rentrer à l'emploi ou peut-être avant. Mais ça nécessite au moins 3 ans. Donc il faut pas avoir besoin de quelqu'un qualifié, il faut juste avoir besoin de quelqu'un qui a la dextérité et qui a l'envie de travailler dans l'industrie. Ouais. Les gisements, j'allais dire, on peut parler aussi crûment que ça, mais c'est bien le terme qu'il faut utiliser. Les gisements, on peut aller les chercher où aujourd'hui? Alors, moi, question pour tous les deux, Véronique. Oui. Alors, de mon côté, je pense qu'il faut regarder, il faut travailler sur les territoires. La mobilité, on ne l'a plus. Et tout à l'heure, à la prochaine table ronde, on en parlera pour le secteur de la Haute-Côte d'Or, mais aujourd'hui, les gens ne se déplacent plus. Donc, il faut aller au plus près du terrain, identifier les entreprises et le public qui est autour. Malgré, on sait que des niveaux d'ingénieurs, ils vont se déplacer, ils vont être mobiles. En revanche, des niveaux bas, qui ne le sont pas. Donc, il faut vraiment aller chercher dans tous les coins. J'allais dire, ici, il y a un stand avec la prison de Dijon, le centre pénitentiaire. On a un partenariat avec eux. On va chercher même des détenus, voilà, qui sont 6 mois au centre pénitentiaire. On va travailler avec les quartiers politiques de la ville. Il faut aller au plus près du terrain et à proximité des entreprises. Et un sujet sur lequel je sais que vous êtes investi, c'est celui de l'emploi féminin. Ça y est, il se développe. On réussit aujourd'hui à attirer les filles vers les emplois industriels. Il y a peut-être du monde à former et à recruter. Alors, c'est vrai qu'au niveau national, on est à 22% de femmes dans l'industrie. Notre objectif, il est quand même important, il est de 33. Oui. Donc, voilà. Et sur des postes techniques. Et des postes, voilà. Ouais. Et donc, on a choisi en Côte d'Or de décliner de ce plan de mixité avec un partenariat qui est tout à fait nouveau pour nous avec la JDA, le club de handball féminin qui sont en Coupe d'Europe d'ailleurs. Oui. Et on va faire différentes actions avec elles, des job dating, où en fait les joueuses vont apprendre, et là on va travailler avec France Travail, les entreprises à montrer le dynamisme sportif, comment on accède à l'emploi avec cet état d'esprit. Et puis on va faire aussi un vie ma vie. Voilà, ce type d'exemple. Et les joueuses vont aller aussi coacher des demandeurs d'emploi lors d'événements. Donc là, on commence ça dès la semaine prochaine d'ailleurs, sur les 2 prochaines années. Voilà. J'allais dire, l'expression populaire dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le monde industriel, il bouge, il évolue, et on sait qu'aujourd'hui, le secteur automobile, par exemple, rencontre des difficultés. On en a un exemple triste du côté de Montbard. Inversement, le secteur nucléaire nous promet des recrutements par dizaines, par centaines, par milliers dans les prochaines années. Il y a aussi un jeu qui se joue entre les entreprises de la métallurgie, finalement, selon leur secteur d'activité. Effectivement, alors le secteur de ce qui se passe en Haute-Côte d'Or est vraiment un bel exemple, puisque une entreprise venant de l'automobile aussi, et une entreprise comme Framatome qui recrute, et là il y a vraiment la proximité entre les deux. C'est là où le réseau des partenaires de France Travail, de la DREDS et autres va vraiment jouer, parce qu'on va pouvoir accompagner le transfert vers des métiers. Chez Framatome, c'est du contrôle non destructif. C'est une spécificité. Donc ça, les personnes de l'autre entreprise n'ont pas forcément cette technicité. Et là, on va pouvoir mettre les formations pour faire le lien, pour qu'ils s'adaptent à l'emploi. Et oui, effectivement, des entreprises recrutent. Donc on va pouvoir faire la passerelle, mais avec tous les outils, mais c'est surtout ensemble qu'on peut le faire. On peut pas le faire. On a un exemple avec France Travail sur une entreprise dont je tairai le nom. Mais aujourd'hui, on travaille pour une entreprise qui est en difficulté, on travaille ensemble pour reconvertir les gens. Voilà. On ne peut pas l'un sans l'autre. Ils ont des compétences, on a nos compétences. Mais c'est ça, on est plus fort à 2, en fait, ou à 3. Travailler ensemble, c'est vraiment la clé pour réussir. Qu'est-ce que France Travail peut apporter comme compétences, comme expertise? Alors sur ces 2 volets qui sont d'une part l'identification des personnes susceptibles d'entrer dans l'industrie, donc le travail sur les gisements, et puis d'autre part sur la manière de les recruter.
Donc effectivement, Véronique a parfaitement bien résumé en fait tous les enjeux et tous les leviers qui sont à notre main. C'est effectivement de faire du recrutement inclusif, d'aller chercher des profils de candidats que l'entreprise n'aurait pas forcément imaginé. Habituellement, on a toujours un regard particulier sur les jeunes, les seniors, les habitants en quartier prioritaire de la ville, les bénéficiaires des minima sociaux. Donc ça, c'est des publics que l'on suit particulièrement et sur lesquels on apporte un effort particulier en termes d'accompagnement. Véronique faisait aussi le lien avec le sport. Donc là, c'est un petit peu le label Stade vers l'emploi, donc l'inclusion par le sport. Donc c'est des formules qui sont extrêmement intéressantes, qui génèrent des résultats très clairement. Dernière en date, on a fait une action avec le club de handball et le Crêpes de Dijon. Très intéressant. Donc les entreprises étaient au rendez-vous. Il y a eu des recrutements à la clé pour justement que les entreprises puissent assez facilement évaluer le savoir-être des candidats. Donc c'était intéressant avec des recrutements à la clé ensuite. Il faut faire preuve d'innovation. Voilà, il faut imaginer des nouvelles formules parce que si France Travail avait la recette miracle, on l'aurait déjà actionnée. Donc, il faut faire preuve d'innovation. Voilà. Donc, à chaque problème, Véronique l'a parfaitement dit, il y a une solution. Moi, j'en suis convaincu, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes d'entreprises en difficulté, de reconversion. Il y a des solutions à la clé. Et on est sur un territoire où on a la chance d'avoir un réseau de partenaires extrêmement dense, d'une part, et avec lesquels on travaille tous en confiance. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le partenariat. Donc là, c'est un petit peu la pierre angulaire et c'est un peu l'esprit de la loi pour le plein emploi qui aura lieu donc au mois de janvier et qui rappelle justement cette notion de partenariat, travailler en réseau, faire circuler l'information, tester des modèles. Donc il n'y a pas de modèle miracle, mais tester des modèles, travailler en proximité à la fois avec les demandeurs d'emploi et avec les entreprises, et travailler en proximité avec les partenaires, par petits pas, mais il faut avancer de manière régulière. Avec une difficulté qui s'ajoute, en particulier dans les zones rurales, il y a beaucoup de PME, de petites entreprises, parfois artisanales, qui sont situées en zone rurale, où là se posent des problématiques qui échappent aux entreprises, ou même à la filière. C'est des problématiques de mobilité, c'est des problématiques de services apportés pour garder les enfants, toutes ces choses, voire des problématiques de logement, de location qu'on ne trouve pas. Vous avez les leviers pour agir sur ces éléments qui sont extra-entreprises et extra-économiques? C'est un peu ce qu'on a résumé à l'instant, c'est qu'effectivement il faut travailler en proximité avec l'entreprise. Donc en zone rurale, les habitants ne connaissent pas forcément les entreprises qui exercent à quelques centaines de mètres de leur habitation. Donc là, ça peut paraître surprenant, mais c'est une vraie réalité. Donc c'est de sourcer des candidats à proximité de ces entreprises. Donc ça tombe sous le sens, mais il faut faire un effort et il faut forcément y penser. Sur justement des problèmes de mobilité, donc ça peut le résoudre et il y a des solutions. Sur la problématique de logement, donc ça c'est un exemple avec la maroquinerie Thomas. Donc on avait réalisé des actions l'année dernière où on a mis autour de la table France Travail, l'entreprise, Action Logement. On a réalisé un petit forum, un job dating sur Dijon, en accueillant la maroquinerie Thomas, Action Logement, et en invitant les demandeurs d'emploi de Dijon pour effectivement être en mobilité géographique dans le Nord-Côte d'Or. Et là, on avait, je dirais, autour de la table tous les acteurs qui pouvaient justement résoudre cette problématique de mobilité et cette problématique de logement. Donc ça, c'est un exemple parmi plusieurs, mais c'est un exemple de réussite par rapport à ça. Sur le logement, qui est extrêmement compliqué à résoudre. Absolument, et c'est évidemment la clé de tout. Véronique, ça fait pas mal d'années, au cours des différentes interviews qu'on fait, qu'on évoque la question de l'attractivité de l'industrie et des métiers de l'industrie. J'ai envie de dire, et j'ai le sentiment en vous entendant, que les choses ont évolué, les choses ont bougé. Vos filières de formation, vous arrivez aujourd'hui à les remplir. Il y a de très belles cérémonies de remise de diplômes parce qu'il y a du monde. Le problème aujourd'hui, il n'est plus tant là que dans la manière de justement gérer les problèmes de mobilité, gérer des problèmes d'environnement, de vie et de qualité de vie. Il est plus là aujourd'hui le problème que finalement dans le fait de faire venir des gens vers l'industrie. Alors, je pense que ce matin aussi, lors des échanges avec Dijon Métropole, on s'est aperçu que même sur Quetigny, pour exemple, que des jeunes de Quetigny ne connaissaient même pas les entreprises qui étaient à Chevigny, qui sont pas très loin. Et aujourd'hui, je pense que il y a la communication, l'attractivité, il faut quand même le faire.
on va pas rougir du tout des grilles de rémunération dans la métallurgie aujourd'hui, d'autant plus qu'on a changé de convention collective. En revanche, je pense qu'effectivement, ce côté mobilité peut être un frein. On le voit encore une fois sur l'école de production l'année dernière, quand on avait 2 jeunes qui voulaient rentrer en bac pro ici sur Dijon, nous n'en avions pas. Ils voulaient aller à Châlons. Il y en a un qui est allé à Châlons, l'autre a quitté. Il s'est retrouvé dans les fichiers de France Travail. Et le dernier n'a pas suivi. Donc finalement, on n'en a aucun. Tout ça pour aller à Châlons. Alors les entreprises aussi, sont solidaires. Et ce qu'on fait sur un autre territoire, c'est qu'on va organiser des déplacements, quitte à ce que les entreprises participent aussi au ramassage entre une gare et en fait les différentes entreprises, qu'elles fassent, on va dire, qu'elles déposent leurs salariés. Il y a juste un problème, c'est que certaines entreprises font du travail d'équipe. Donc c'est la coordination avec les horaires de travail. Maintenant, bon, oui, c'est vrai qu'on sait très bien que parfois de mobiliser des réseaux, on va dire de bus et autres, c'est parfois très compliqué. Il y a une inertie. Donc aujourd'hui, les entreprises et nous, on est prêts à mettre les moyens pour le faire, même si c'est pas dans notre cœur de métier. Et on sait très bien aussi renvoyer l'expertise à notre partenaire. On prend pas la place de l'autre, et je pense qu'on arrive à des choses. Mais oui, la mobilité, du covoiturage, on est obligé d'aller sur ces champs-là, alors que c'est pas nos champs de base. Une dernière question, parce que le terme de notre plateau est proche. On annonce ici à Business Industrie Dijon les énormes recrutements, les énormes volumes de recrutement dans le domaine notamment du nucléaire, des énergies de façon plus globale, mais notamment du nucléaire, et ça concerne en partie la Côte d'Or. Est-ce que vous avez le sentiment l'un et l'autre qu'on va réussir à relever ce défi? Parce que là, on est sur un défi en volume qui est véritablement très conséquent, c'est-à-dire réussir à mettre en place les dispositifs de formation, les dispositifs d'identification des gisements, et puis derrière le recrutement sur des volumes très importants, encore une fois, et en quelques années seulement. Donc, vous l'avez dit, c'est effectivement des projets extrêmement importants qui va courir sur plusieurs années. Donc à cela, on a des dispositifs qui sont assez robustes, et on a des financeurs qui existent, c'est-à-dire la région, c'est-à-dire France Travail, l'État, et ça c'est effectivement une action de recrutement d'envergure sur lequel il faut travailler quasiment en mode projet sur plusieurs années pour remplir un petit peu ces missions. Donc moi je suis par rapport à des projets de recrutement qui sont sur le papier compliqués à pourvoir. Véronique l'a dit, il faut anticiper énormément, je dirais, ces projets-là. Malgré le taux de chômage bas, on a un réservoir de main d'œuvre qui existe sur le territoire. Donc c'est un défi qu'on est prêt à relever. C'est un défi qu'il faudra relever avec les différents financeurs, en lien avec la formation et l'orientation. Et puis c'est un défi qu'on arrivera à relever avec le réseau des partenaires. C'est tout le sens, je dirais entre guillemets, de notre cœur de métier, de travailler en réseau et à chaque niveau, que ce soit un niveau opérationnel très local, voire à un niveau départemental ou régional, parce que là ce sont des enjeux quasiment régionaux par rapport à cette typologie de recrutement. Mais nous avons à la fois l'ingénierie, l'intelligence pour réussir à remplir ce formidable enjeu. Véronique, à quelles conditions on réussira ce pari? Si tout le monde joue le jeu, j'allais dire. Parce que des grands groupes peuvent être beaucoup plus attractifs que des PME. Et je pense que il y a un mot qui est important, c'est le respect. Et quand je parle de respect, c'est que les grands groupes doivent respecter les PME, les sous-traitants. Parce qu'on sait très bien que d'aller dans une grande entreprise, c'est toujours mieux. Et par contre, on voit plus qu'on perd du côté PME. Et notre travail à nous aussi, c'est d'essayer de réguler, pour autant qu'on puisse le faire, pour éviter que certaines compétences, partent des PME, parce que les PME, en fait, ça fait partie de la compétitivité de la France. Oui, il y a un enjeu pour vous que les emplois ne soient pas siphonnés par c'est ça, parce que en plus en Côte d'Or, on a beaucoup de PME. Oui. Et si aujourd'hui les compétences des PME vont dans les grands groupes, non, ça marchera pas comme ça. Donc en fait, on sert un peu d'élément de régulateur vis-à-vis du marché du travail. Alors après, on peut rien arrêter, mais en même temps, on essaye aussi de réguler et de montrer qu'au sein de l'UMM, les entreprises, les adhérents doivent être solidaires. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Djellai Chaou de France Travail et Véronique Guillon de l'UMM 21. Bonne journée, bon salon.